Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Qui es-tu ? Cette vidéo va être un peu particulière. Aujourd'hui, nous parlerons non pas d'un, mais bien de deux personnages, la reine Arsinoé II et le roi Ptolémée II. Alors, pourquoi ces deux personnages ? Eh bien nous allons voir dans cette vidéo que finalement, l'un ou l'une ne va pas sans l'autre. Non seulement ils ont fini par régner ensemble, mais en plus, c'est côte à côte qu'on les a vénérés comme des dieux. Nous allons d'abord nous intéresser aux deux premiers mariages d'Arsinoé II. Nous parlerons ensuite des différentes relations entre Ptolémée II et elle, puis nous découvrirons l'instauration du culte royal en Égypte hellénistique, c'est-à-dire l'époque où les pharaons étaient grecs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour ce nouvel épisode de Qui es-tu portant sur la reine Arsinoé II et sur le roi Ptolémée II. Bon visionnage. Nous sommes au début de la période gréco-romaine, lors de l'époque hellénistique et plus particulièrement sous la dynastie lagide. Cette dynastie est fondée par le macédonien Ptolémée Ier. Effectivement, à la mort d'Alexandre le Grand qui avait libéré l'Égypte des Perses, Ptolémée Ier, général et ami d'enfance d'Alexandre, est nommé satrape et dirigeant d'Égypte. Cette dynastie va perdurer de -332 à -30 avant Jésus-Christ avec la mort de Cléopâtre VII et est parfois considérée comme la 32e dynastie de la période égyptienne. Ptolémée Ier, fils de Lagos et d'Arsinoé I, va régner de -305 jusqu'à sa mort en -283 avant Jésus-Christ. Et c'est son fils, Ptolémée II, qui prendra sa succession. Maintenant que le contexte est posé, intéressons-nous à notre fameuse Arsinoé II. Elle naît en -318 et -311 avant Jésus-Christ, probablement dans la ville sacrée de Memphis. À ce moment précis, c'est Alexandre IV, fils d'Alexandre le Grand, qui est à la fois roi de Macédoine, roi d'Asie et pharaon d'Égypte. Bon, il ne va pas le rester très longtemps, puisqu'il se fera assassiner à l'âge de 13 ans lors de la fameuse guerre des Diadoques. Dommage pour lui. Revenons à Arsinoé II. Son père est donc le général macédonien Ptolémée Ier, qui est d'ailleurs appelé Ptolémée Ier Soter, qui veut dire sauveur. Sa mère est Bérénice Ière, la nièce d'Antipatros, un très grand général sous Philippe II et Alexandre le Grand. Elle a plusieurs demi-frères comme Ptolémée Keraounos, ou plusieurs frères et sœurs comme Antigone, ou encore un certain Ptolémée II. Lors de son enfance, Arsinoé II reçut une solide éducation à la grecque, c'est-à-dire basée sur les mathématiques, la philosophie ou encore la littérature, comme les poèmes d'Homère. Nous savons également, grâce à la stèle du satrape, datée de -311, que son père, Ptolémée Ier, aurait déplacé la traditionnelle capitale administrative de Memphis dans un nouvel endroit qui n'est autre qu'Alexandrie. Tout au long de sa vie, elle sera mariée et donc reine par 3 fois. Et ouais, ce n'est pas rien quand même. Son premier mariage a lieu en -299 avant Jésus-Christ avec Lysimaque, le roi de Thrace, permettant ainsi de sceller une alliance entre celui-ci et son père Ptolémée Ier, gouverneur d'Égypte. Avec Lysimaque, elle aura 3 fils, Ptolémée de Thelmessos, Lysimaque le jeune et Philippe. C'est lors de ce premier mariage qu'elle est mentionnée pour la première fois en tant que reine et femme royale. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aucune autre épouse de Lysimaque n'aurait eu le droit à cet honneur. Arsinoé II est donc reine de Thrace à l'âge de 17 ans, et Lysimaque, qui lui d'ailleurs a une 60aine d'années à ce moment-là, lui offrit plusieurs villes, comme la ville de Théos par exemple, ou encore la ville lyonnaine d'Éphèse, où aurait été située l'une des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis. D'ailleurs, ce temple aurait été réaménagé et même rebaptisé Arsinoéa en l'honneur de sa femme Arsinoé. Par la suite, elle devient reine de Macédoine quand Lysimaque prit le pouvoir en 288 avant Jésus-Christ face à Démétrios, le gouverneur de Macédoine. Devenue reine de Thrace et de Macédoine, elle va s'imposer dans la vie politique et contrôler plusieurs villes en nommant des nouveaux gouverneurs et en modifiant les privilèges des citoyens. Elle avait probablement un tempérament hors du commun, elle n'hésitait pas à mentir, à dénoncer et à séduire les rivaux de son époux. D'ailleurs, elle va même aller jusqu'à comploter contre Agathoclès, le propre fils de Lysimaque, dans le but de le faire assassiner et de mettre ses propres enfants en meilleure position dans la succession à la place de l'héritier du trône. Une autre version des événements nous révèle que Arsinoé II avait en réalité tenté de séduire Agathoclès, mais en vain, puisque celui-ci rejeta ses avances. Et c'est cet événement qui va bénéficier à Séleucos, roi de Syrie et de Babylone, qui va entrer en guerre contre Lysimaque dans le but de récupérer de nouveaux territoires en Asie mineure.
C'est lors de la bataille de Kouroupédion, en moins 281 avant Jésus-Christ, que meurt Lysimaque. Pendant ce temps-là, Arsinoé II se situe chez elle, à Éphèse, mais dès que celle-ci apprend la mort de Lysimaque et que sa cité ouvre les portes aux troupes de Séleucos, elle prend la fuite et se rend en Macédoine, dans la ville de Cassandréia. Et c'est à ce moment-là que l'histoire d'Arsinoé II prend un nouveau tournant. À toi, d'histoire en histoire. Un nouveau tournant, c'est rien de le dire. L'un de ses frères, Ptolémée Kéraonos, fils de Ptolémée Ier et de sa seconde épouse Eurydice, décide d'intervenir dans la guerre en cours. Kéraonos, ça veut dire la foudre. Et le jeune Ptolémée va mériter ce surnom en débarquant pour assassiner Séleucos, puis se proclamer roi de Thrace et de Macédoine. Le tout en un temps record. Pour légitimer sa couronne et éviter un nouveau conflit, il va persuader Arsinoé II de l'épouser, en contrepartie de la succession au trône de son fils aîné. Arsinoé II accepte et entreprend donc une deuxième cérémonie de mariage à Pella, la capitale macédonienne. Mais dès la fin de cette cérémonie, Kéraonos prend une terrible décision en faisant assassiner 2 des 3 enfants d'Arsinoé. Seul son fils aîné, Ptolémée de Telmessos, parvient à échapper au massacre en se réfugiant en Illyrie, sur les côtes de la mer Adriatique. Arsinoé II est donc contrainte de quitter la ville dans la panique et d'aller se réfugier sur l'île de Samothrace, avant de regagner Alexandrie, en Égypte. Arsinoé II arrive à Alexandrie entre moins 279 et moins 276 avant Jésus-Christ. Son frère, Ptolémée II, est le nouveau dirigeant de l'Égypte suite à la mort de son père, Ptolémée Ier. Avant de monter sur le trône, en moins 289 avant Jésus-Christ, il avait épousé l'une des filles de Lysimaque, Arsinoé Ier, dans le but de consolider l'alliance formée entre Ptolémée Ier et le roi de Macédoine. Mais un événement va venir perturber le début de règne de Ptolémée II. Celui-ci apprend qu'une conspiration est mise en place contre lui, mais surtout que son épouse y participe. Le pharaon grec, fou de rage, fait donc condamner à mort tous les amis de la reine et envoie Arsinoé Ier en exil dans la ville de Coptos, en Haute-Égypte. Mais qu'en est-il d'Arsinoé II lors de cet événement? Eh bien nous ne savons pas si elle est arrivée pendant ou après ce complot. Peut-être qu'elle y aurait participé dans le but d'écarter l'épouse de son frère, ou à l'inverse, peut-être qu'Arsinoé Ier aurait finalement senti un potentiel danger avec l'arrivée de sa belle-sœur. Plusieurs hypothèses sont émises, mais sans réelle certitude. En revanche, on sait que ce nouvel événement va changer le destin de Ptolémée II et d'Arsinoé II. Effectivement, quelques années plus tard, en moins 274 avant Jésus-Christ, Arsinoé II va devenir reine une nouvelle fois, puisqu'elle va épouser son frère Ptolémée II. Mais avant de comprendre pourquoi ce mariage a eu lieu, intéressons-nous de plus près au début du règne de Ptolémée II. Celui-ci va vite apporter de nombreux changements dans la politique intérieure et extérieure de l'Égypte. En effet, tout en Égypte. À l'intérieur de son territoire, il instaure une politique de développement très active, à Alexandrie, mais également dans les métropoles provinciales. Par exemple, dans le but d'avoir un véritable contrôle du pays et d'y installer ses soldats d'origine grecque, il va importer en Égypte le système athénien de la klérouki. Ce système permet aux soldats d'obtenir des terres qui appartiennent au royaume, qui vont leur être attribuées comme paiement en échange de leur service militaire. La taille ou la superficie du terrain varie ainsi selon le grade du soldat dans l'armée lagide et son ancienneté. Nous savons également, grâce à plusieurs stèles, que Ptolémée II a introduit une grande réforme fiscale où de nombreuses largesses et réductions d'impôts ont été accordées. Ces réformes vont lui permettre d'agrandir le trésor royal pour restaurer et reconstruire de nombreux temples égyptiens, comme le fameux temple d'Isis à Philae ou encore celui de Satet à Éléphantine. Ptolémée II va aussi fonder de nombreux ports, comme celui de Ptolémaïstéron sur la mer Noire, un lieu très utile pour obtenir des éléphants de guerre et commercer avec l'Arabie, la Perse et même l'Inde. Enfin, c'est également sous le règne de Ptolémée II que les travaux du grand phare d'Alexandrie sont achevés, symbole du rayonnement culturel et marchand de la capitale égyptienne. Ptolémée II était également un grand amateur d'art, de lettres et de sciences. Il va faire venir à Alexandrie, et plus particulièrement dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, une foule de personnes comme le poète Callimaque, le savant Archimède, le mathématicien Euclide ou encore le géographe et historien Ératosthène. Lors de son règne, le roi d'Égypte ne va pas seulement développer l'intérieur de son pays. Il va mener une politique d'expansion déjà entreprise par son père quelques années auparavant. Ptolémée II
va lancer des campagnes dans les territoires du Proche-Orient, d'Asie et de la mer Égée, mais pas seulement. Rapidement, une alliance est formée contre l'Égypte entre Antiochos Ier, fils de Séleucos, et nouveau souverain de la dynastie séleucide, ainsi que Magas, le demi-frère de Ptolémée II et nouveau roi de Cyrène. Une première guerre va éclater entre cette nouvelle alliance et Ptolémée II dans le but de soustraire aux Égyptiens plusieurs territoires de Syrie. Mais ce conflit va vite être stoppé à cause de nombreux problèmes internes pour les deux camps dans leurs territoires respectifs. Un accord va même avoir lieu et va se terminer par un mariage entre Ptolémée III, le fils de Ptolémée II, et la fille de Magas, Bérénice II. Mais 10 ans plus tard, en moins 261, alors que Ptolémée II a récupéré la Phénicie et la Cilicie, celui-ci va déclencher la deuxième guerre de Syrie en allant prendre Éphèse et Milète, deux grandes cités situées en Asie mineure. Antiochos II, successeur d'Antiochos Ier, ne va pas se laisser faire et va s'allier avec le roi de Macédoine Antigone II Gonatas pour contrer cette offensive. De nombreuses batailles vont éclater et les différents territoires ciblés vont changer de camp plusieurs fois jusqu'à l'abandon définitif de la Cilicie, de la Pamphylie et de l'Ionie par Ptolémée II. En échange, le pharaon va récupérer des territoires dans les Cyclades. En moins 253 avant Jésus-Christ, dans le but de conclure cette nouvelle paix, Antiochos II va même épouser la fille de Ptolémée II, Bérénice Syra. Véritable roi hellénistique, Ptolémée II va donc s'efforcer de réaliser un grand syncrétisme entre la civilisation égyptienne et la civilisation grecque. À ses yeux, cela passait par une certaine domination dans le monde hellénistique, ce qui justifiait toutes ces guerres. Mais alors, pourquoi se marier avec sa sœur, Arsinoé II? Eh bien, c'est assez complexe. Il faut savoir qu'il y avait énormément de problèmes de succession, avec de nombreuses luttes internes et des complots entre les personnes qui pouvaient aspirer au trône. Un mariage solide entre frères et sœurs pouvait renforcer la dynastie lagide en limitant le nombre de prétendants, tout en légitimant ce mariage auprès des Égyptiens en référence à l'union d'Osiris et d'Isis. Ce mariage, qui était considéré au départ comme incestueux par les Grecs, va finalement le devenir de moins en moins, car il sera très vite comparé au mariage sacré de Zeus et Héra. Ce qui est également intéressant avec ce mariage, c'est que Ptolémée II et Arsinoé II vont régner ensemble en tant que souverains unis, montrant une très grande cohésion. Arsinoé II va en fait tenir un rôle de co-régente. La stèle de Pithom, découverte en 1883, nous indique que dans les années moins 274 et moins 273 avant Jésus-Christ, la reine a accompagné Ptolémée II dans ses visites officielles jusqu'à la frontière orientale, le long du Sinaï, et plus précisément jusqu'à la ville de Héropolis, en Basse-Égypte. Arsinoé II a également participé activement au gouvernement en prenant de vraies décisions politiques, c'est ce que nous dit en tout cas le décret de Crémonide de l'année moins 266 avant Jésus-Christ. Ce décret athénien nous rapporte que lors de la deuxième guerre de Syrie, face à Antigone II Gonatas, Ptolémée II a suivi la politique de ses ancêtres, mais surtout celle de sa sœur. Ptolémée et Arsinoé ont même été honorés par l'Assemblée démocratique d'Athènes pour entre guillemets avoir soutenu la liberté des Grecs. Cela montre bien qu'Arsinoé II n'hésitait pas à soutenir et à influencer son frère époux et à prendre de vraies décisions politiques. Elle possédait une titulature royale avec de nombreux titres comme sœur royale ou encore reine des deux terres. Nous avons retrouvé de nombreuses pièces de monnaie à l'effigie du couple royal et d'Arsinoé II toute seule. C'est le cas de celle-ci par exemple, où l'on peut apercevoir les deux profils du frère et de la sœur. Ces souverains voulaient donc être représentés comme un couple royal, un couple uni, fort, et qui est finalement sur un même pied d'égalité. Chaque décision était prise par le roi et la reine, ce qui n'est pas forcément commun. Et la propagande ptolémaïque du couple royal va même encore aller beaucoup plus loin. Ptolémée II et Arsinoé II vont en effet développer leur propagande ptolémaïque en essayant d'intégrer ou d'utiliser de plus en plus la religion égyptienne. Leur but est de gagner la loyauté des Grecs, bien évidemment, mais surtout celle du peuple égyptien. Pour cela, ils vont inaugurer un culte dynastique suivant le modèle de plusieurs cultes qui eux-mêmes ont pris place quelques années auparavant. Effectivement, avant que les rois grecs d'Égypte ne se fassent révérer comme des dieux, le grand Alexandre avait lui-même reçu ce type d'honneur. D'abord à Alexandrie, puis le long du Nil, et enfin à travers tout son ancien empire. Mais les successeurs d'Alexandre vont aller plus loin encore. Profitant du culte civique,
l'équivalent pour les cités-états grecs de leur fête nationale, ils vont demander à ce que leur nom royal soit associé à celui des dieux protecteurs de ces cités. Ainsi, Arsinoé II et Ptolémée II vont faire partie de ces souverains qui, les premiers, vont rendre systématique ce genre de choses, ce qui va accroître leur autorité et leur influence, à la fois sur les Grecs et sur les Égyptiens, au point que leur famille va acquérir un statut divin. C'est le début d'un culte qualifié de dynastique. Le couple royal fait ainsi diviniser Ptolémée Ier, comme Alexandre l'avait été avant lui. Ils se font ensuite révérer à leur tour, en tant que souverains bien vivants et incarnation céleste sur la terre de l'amour fraternel. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, cet octodragement nord, créé en -272 et -246 avant Jésus-Christ, nous montre bien l'association du couple royal à leurs parents décédés. L'avers, ou la face de cette pièce, représente Ptolémée II et Arsinoé II, et porte comme mention frères et sœurs. Au revers, on aperçoit les profils de Ptolémée Ier et de la reine Bérénice Ier, cette fois-ci mentionnés comme étant des dieux. On s'arrête ici pour l'histoire de ces premiers cultes, qui sont passionnants, mais qui ne concernent pas seulement Arsinoé II et Ptolémée II. Si vous voulez davantage de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que d'Histoire en Histoire et moi leur avons dédiée sur sa chaîne. Reprenons. Honorés durant leur règne, Ptolémée II et surtout Arsinoé II vont continuer à être célébrés longtemps après leur décès. À la mort d'Arsinoé II, en -270 avant Jésus-Christ, Ptolémée II va diviniser sa sœur en lui créant un culte personnel en tant que Thea Philadelphos, qui signifie « qui aime son frère ». Pour financer le culte de son épouse, il va même instaurer un impôt appelé l'apomora. Avec cet argent, il va ériger de nombreux temples et statues à l'effigie de sa sœur, comme le temple d'Arsinoé, à Alexandrie par exemple, ou encore établir des fêtes en son honneur, les Arsinoïa. Ce relief d'un temple de Tanis, qui représente Arsinoé II face à son époux Ptolémée II, évoque très bien les caractères divins de ces deux personnages. Le roi porte le pshent, la double couronne d'Égypte, et porte dans ses mains le sceptre was, mais également un objet non identifié, ressemblant étrangement à un éclat de foudre. Peut-être pour faire référence à Zeus et à sa puissance divine. Quant à Arsinoé II, elle tient dans ses mains la croix Ankh et le sceptre Waj, une tige de papyrus. Elle porte une couronne d'écharpe, symbole de Basse-Égypte, et qui est composée de plumes, de cornes de bélier, du disque solaire et de l'Uraeus, le cobra dressé. Quelques années après, le culte d'Arsinoé II sera même inséré dans le panthéon grec et égyptien. Elle devient déesse au nombre des dieux vivants sur terre. Des prêtresses spécifiques lui sont associées et des sanctuaires lui sont érigés partout en Égypte, comme Alexandrie, Memphis ou Canope, mais également dans les différentes cités et îles grecques comme Chypre, Lesbos ou encore Terra. D'ailleurs, Arsinoé II est non seulement associée aux divinités, mais elle est même montrée comme une incarnation de ces divinités. Arsinoé II va partager les honneurs avec plusieurs divinités égyptiennes, comme le dieu Sobek dans le Fayoum, la déesse Mut à Karnak, ou encore la très grande déesse Isis à Philae. En fait, son culte va se propager sur tout le territoire égyptien, et elle sera adorée aux côtés du dieu principal de l'endroit. Elle sera également associée à plusieurs déesses grecques. Au cap Zéphirion, à côté de Canope, en Basse-Égypte, on va lui dédier un temple à côté de la déesse Aphrodite. Voici un extrait tiré d'un poème de Posidipe qui symbolise cet événement. C'est au milieu du promontoire du phare et de la bouche de Canope, dans les flots visibles de tous les côtés, que je tiens ma place. Cette côte, exposée au vent de la Libye riche en troupeaux, qui fait face aux zéphyrs italiques. C'est là que Callicratès m'a installé et dénommé sanctuaire de la reine Arsinoé Cypris. Et auprès de cette Aphrodite Zéphiritis, prête à écouter, avancez, chaste fille des Grecs, et vous, travailleurs de la mer, car l'amiral a construit ce sanctuaire comme port, à l'abri de toute vague. Après le décès d'Arsinoé II, en -270 avant Jésus-Christ, Ptolémée II installe son fils Ptolémée III, qui était d'ailleurs adopté par la reine, comme héritier. Il prendra logiquement un peu plus tard le trône de son père, assurant la continuité de la dynastie Lagide. La vie d'Arsinoé II aura été finalement très mouvementée, se mariant à plusieurs reprises et en devenant reine de territoires très éloignés. Mais si nous devions retenir un seul mariage, ce serait bien évidemment celui avec son frère Ptolémée II. Tous les deux, ils auront formé ensemble un couple royal, bâti sur l'héritage de leur famille, mais aussi sur celle du valeureux conquérant Alexandre le Grand. Ils auront apporté une certaine cohésion et stabilité à la dynastie Lagide, en essayant de dominer et de gagner la loyauté des peuples égyptiens et grecs,
mais également en essayant de mélanger leurs deux cultures. Ils auront également misé sur l'aspect religieux, en intégrant un culte royal spécifique et en essayant de se diviniser pour légitimer leur place et assurer la continuité de leur dynastie. Arsinoé II est donc devenue l'une des reines les plus vénérées pendant toute la dynastie lagide. Son souvenir va fortement inspirer toutes les reines hellénistiques qui viendront après elle, et pas seulement en Égypte. Plus tard, la grande Cléopâtre VII n'hésitera pas à se comparer à son modèle Arsinoé II. C'est terminé pour cette nouvelle vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprendre de nouvelles choses sur la période ptolémaïque. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire, cela permet de soutenir mon travail et de mieux référencer la chaîne. Comme d'habitude, tous les réseaux sociaux sont en description, alors n'hésite pas à venir nous rejoindre. J'aimerais bien évidemment remercier d'Histoire en Histoire pour m'avoir accompagné lors de cet épisode qui est eu. D'ailleurs, sur sa chaîne, nous avons dédié une vidéo au culte royaux hellénistique. Alors c'est parti, si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Ah oui, et pour le prochain épisode de la série, le personnage choisi sera sélectionné dans l'espace des commentaires de l'épisode 6 sur Sesostris 3 et non sur celle-ci. On se retrouve bientôt lors d'une prochaine vidéo qui évoquera les différentes cosmogonies égyptiennes. C'était Tout en Égypte et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut salut!